Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduite avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Nouvelle Année. Le numéro 81 de Si on parlait de sport avec Pauline Gaston-Conduite. Nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. C'est le 1er janvier et nous sommes très heureux de vous retrouver à l'antenne. Un grand merci aussi à nos partenaires qui rendent cette émission possible. Le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant. Pour marquer cette émission spéciale du Nouvel An, nous vous proposons une sélection des moments les plus marquants des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui se sont déroulés cet été. Nous avons également le plaisir de recevoir Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Bernard Pujol, membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne, Raphaël Hollard, cavalier et coach de concours complet d'équitation, co-gérant des écuries Mons Équitation, Cindy Laplace, préparatrice mentale et coach accompagnant des sportifs de haut niveau, André Lafenêtre, directeur général du magazine Sport Région Occitanie, Bruno Hamé, directeur fondateur de l'agence de communication Bel Ombra, Didier Don, coach et formateur chez Engadgen Talent, David Berti, ancien international de rugby et salarié chez Rempart Mutuel, et Luc Poncelet, président de la Ligue Occitanie d'Environ. Ensemble, ils partageront leur regard unique sur cet événement exceptionnel. Merci de nous rejoindre pour cette émission festive. Bonjour à toutes et tous. Et en première mi-temps, nous vous invitons à revivre les meilleurs moments des Jeux Olympiques de Paris, de la magie de la cérémonie d'ouverture à l'émotion de la clôture, en passant par les exploits des athlètes et les décomptes des médailles, sans oublier le remarquable parcours des talents occitans qui nous ont fait vibrer. Pour partager ces souvenirs, nous accueillons des invités issus d'univers variés, mais tous animés par une même passion, le sport. En deuxième mi-temps, nous mettrons à l'honneur les Jeux Paralympiques, un événement qui a su marquer les esprits et célébrer l'excellence sportive sous toutes ses formes. Nous reviendrons sur les moments forts de cette compétition, de la cérémonie d'ouverture chargée de symboles à la cérémonie de clôture qui a laissé une empreinte profonde dans nos mémoires. Nous explorerons les parcours inspirants des athlètes, leur courage, leur détermination et les exploits qui ont transcendé le sport. Nous prendrons également le temps de souligner les performances des athlètes occitans qui ont brillé par leur talent et leur résilience. Pour enrichir ce voyage au cœur des Jeux Paralympiques, nous recevrons des invités venus, différents horizons, mais tous unis par leur admiration pour ces moments d'humanité et de dépassement de soi. Ensemble, nous célébrerons l'esprit paralympique, une véritable leçon de vie et de passion. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette émission numéro 81, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant-match? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de mettre en lumière un grand nom du journalisme sportif, Nelson Montfort. D'abord journaliste, puis animateur et commentateur. Il s'est imposé comme une référence, notamment dans ses interviews, dans des disciplines telles que l'athlétisme et la natation. Présent sur France Télévisions depuis les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, il est également connu pour ses commentaires sur le patinage artistique et le Tour de France Femmes. Après plus de 35 ans à Roland-Garros, il a continué d'apporter son expertise pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nelson, nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour. Bonjour Pauline, bonjour Laurent, très heureux d'être parmi vous. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous vous présenter, nous dire quelques mots sur votre parcours dans le monde du journalisme sportif ? Ouais, bien, c'est vous avez dit essentiellement les grandes lignes. C'est vrai que mes débuts commencent aux Jeux Olympiques de Barcelone 92, alors tout de suite dans le grand bain avec des athlètes comme Carl Lewis, l'immense sprinter américain. J'avais presque l'impression de rêver. Et puis après, bien les choses se sont enchaînées. Vous l'avez dit, le commentaire du patinage artistique avec l'ami Philippe Candeloro. Qu'on salue. Et puis qu'on salue absolument. Et tout le reste s'est enchaîné. Le tennis, les sports, je dirais, de neige et glace, puis les interviews des sportifs du monde entier, oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré à l'origine vers le métier de journaliste sportif, puis plus tard vers celui d'animateur et commentateur, et comment votre passion pour le sport a-t-elle évolué au fil des années ? Ben, vous venez d'employer le mot, justement, qu'est-ce qui m'a attiré ? C'est certainement celui de passion, d'enthousiasme, de désir des rencontres aussi. J'ai toujours été un amoureux des rencontres, je suis toujours allé vers les gens qui, la plupart du temps, me le rendent très bien. Et donc, voilà, c'est un peu de cette manière-là que s'est fait mon chemin, oui. Nelson, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait vos débuts à France Télévisions dès les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Comment cette aventure a-t-elle débuté et quel a été le moment clé qui vous a poussé à vous lancer dans cette carrière ? Je ne sais pas s'il y a un moment clé. C'est vrai que c'est un désir qui est venu progressivement. Après, effectivement, j'ai vu que nos chaînes, parce que j'ai France 2, France 3, diffusaient. Donc,
le Graal du sport qui était les Jeux Olympiques. À partir du moment où j'étais celui qui parlait peut-être le mieux anglais de la rédaction, voilà, on m'a lancé, c'est le mot, on m'a lancé sans filet, je dirais, sur les grandes finales d'athlétisme, de natation. Je vous ai parlé de Carl Lewis, après il y a eu Usain Bolt, en tennis il y a eu Rafael Nadal et tant d'autres, que voilà, que c'est vrai que j'ai un palmarès, j'ai 16 Jeux Olympiques, 8 d'été, 8 d'hiver. Énorme. Oui, je pense pas qu'on soit si nombreux dans ce cas-là. Donc moi, chaque jour, je remercie le ciel. Vraiment, c'est le mot. J'ai forcé quelques portes au départ. Vous savez, les portes ne s'ouvraient pas comme ça. Je connaissais très peu de mots. Je connaissais personne non seulement dans les médias, a fortiori dans l'audiovisuel. Et alors, en plus, à l'époque, il y avait TF1, France, Antenne 2, on disait encore FR3. Ça me paraissait des forteresses imprenables. Et puis finalement, quelques portes se sont ouvertes pour mon plus grand bonheur. Justement, vous venez de le dire, vous avez couvert de nombreux Jeux Olympiques, que ce soit hiver ou été. Vous êtes reconnu pour votre longévité et votre fidélité aux grandes compétitions sportives. Quel changement avez-vous observé dans le journalisme sportif au fil des années, tant dans la manière de couvrir les événements que dans l'évolution de l'engagement des téléspectateurs? Alors, si changement il y a, et il y en a eu, ce n'est pas pour le meilleur, ça c'est certain. Moi, si vous voulez, mon delta à Roland Garros va, on va dire, de John McEnroe à Rafael Nadal. Bon, excusez du peu, d'ailleurs, c'est quand même 2 champions. Bon, et avec John, je peux bien l'appeler comme ça, parce qu'il me cite plusieurs fois dans son livre, j'avais dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce que tu veux venir à mon concert C'était vraiment le cas, il est guitariste, chanteur, moi je le suis un petit peu aussi. C'était comme ça que ça se passait dans les allées, etc. Aujourd'hui, vous pouvez pas approcher ne serait-ce que le coach d'un joueur, a fortiori le joueur. Et donc, il y a un éloignement qui s'est produit vis-à-vis des médias. Et qui dit éloignement vis-à-vis des médias, dit éloignement vis-à-vis du public. Parce que les médias sont les intermédiaires entre les sportifs et le public. Et ça, c'est quelque chose que je regrette infiniment. Et ça, c'est un pli qui est pris, qui malheureusement ne connaîtra pas de retour en arrière. Et depuis vos débuts, vous avez interviewé de nombreux sportifs. Selon vous, quelles sont les qualités qui font un bon intervieweur et comment réussissez-vous à instaurer une relation de confiance avec les athlètes, particulièrement dans les moments émotionnellement chargés? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Vous savez, une manière d'accueillir la personne, une manière de lui faire sentir qu'il ou elle est la bienvenue. Ça, je crois profondément ça. Et je vais même vous dire plus. Il m'est arrivé plusieurs fois de renoncer à faire une interview parce que je savais que ça avait les chances de mal se passer. Je veux dire, une victoire, tout le monde se réjouit d'une victoire, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'enlace, c'est merveilleux. Une défaite ou une contre-performance, c'est beaucoup plus difficile. Le fil est très ténu. Et là, il s'agit de faire preuve de compassion, il s'agit de faire preuve de consolation. Seulement, il faut que ça passe bien. Si ça passe pas bien, vous êtes là accusé d'exploiter la tristesse d'un sportif. Ça, il y a rien de pire. Il y a rien de pire. Donc, à partir de là, voilà, je crois qu'avec l'expérience, puis après tout, mon Dieu, nous avons du cœur. Enfin, j'espère, en tout cas. Voilà, moi, qui suis-je pour tomber sur un athlète qui est déjà est très très fortement atteint dans son moral et autres. Donc voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, les meilleurs interviews, les meilleurs souvenirs, si vous voulez, que j'ai d'interviews sont plutôt en cas de défaite qu'en cas de victoire, précisément à cause de ça. Parce que j'ai réussi à consoler certains sportifs. Et vous avez commenté des événements iconiques comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Turin et ceux de Pékin. Comment préparez-vous ce type d'événement si différent des compétitions sportives classiques? Ça passe par une préparation, effectivement, là je dirais presque socio-culturelle. À partir du moment où on a fait appel à moi, c'est parce qu'on estimait que j'avais la compétence pour le faire. Donc oui, il y a pas de préparation particulière, si ce n'est voilà de s'intéresser à l'histoire du pays, de s'intéresser à ses grands personnages, c'est tout ça. Mais ça, de toute manière, je m'y intéressais, même si je n'étais pas amené à commenter la cérémonie. Et cet été, vous étiez au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Quel rôle avez-vous joué dans cette édition et qu'attendiez-vous de ces Jeux à domicile, tant sur le plan sportif que personnel? Alors, je pense que le fait que ce furent donc des Jeux à domicile, pour les athlètes déjà, il y avait une pression particulière. Pour les athlètes français, il y avait une attente particulière. Je pense que pour les médias, pour les journalistes, c'est exactement la même chose. Moi, je savais que, du moins dans ces circonstances,
circonstances-là, ce serait mes derniers. Et d'ailleurs, je trouve que de tirer une forme de révérence. Bon, là, je viens de signer dans l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche. Donc voilà, j'ai pas le sentiment d'avoir quitté les lieux, si vous voulez. Mais enfin, c'est évident que d'être au bord du terrain, voilà. Et je me disais que, au fond, après les Jeux de Paris, c'était la plus belle manière de tirer sa révérence, vraiment. Et j'en suis très heureux, très très heureux et très serein. Et comme d'ailleurs beaucoup d'athlètes, pour répondre directement à votre question, beaucoup d'athlètes ont déjà tiré leur révérence après les JO de Paris, même en cas de contre-performance. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, on a l'impression de mettre tout ça sur un piédestal, etc. Il y a eu des très belles performances, mais il y a eu également quelques déceptions, voire même quelques grosses déceptions. Donc le total de médailles est inférieur à celui qui avait été annoncé. Donc voilà, mais malgré ça, ils mettent un terme. Vous savez, ne pas faire le combat de trop. Partir quand il fait beau. Partir quand il fait beau. J'aime beaucoup cette expression et c'est ce que j'ai essayé de faire et en plus, bon, c'est une sorte de faux départ d'une certaine manière, mais voilà, je me sens beaucoup mieux. Et pour conclure cet échange, vous avez aussi annoncé vos adieux à Roland-Garros en 2024 après plus de 35 ans de présence. Quels sont les éléments qui vous ont le plus marqué dans cette expérience et comment voyez-vous l'évolution du tennis au fil des décennies? Les éléments, c'est forcément les 14 victoires de Rafael Nadal. Je sais bien que les records sont faits pour être battus, mais celui-là, je ne vois pas très bien comment ni qui pourra le battre. Donc, pour moi, d'avoir accompagné ce champion exceptionnel, d'avoir été le premier, parce que le protocole fait que la première personne à qui il parle, c'est l'intervieweur du diffuseur officiel, c'est donc moi. Ce sont des souvenirs que je garderai toute ma vie. Donc oui, alors l'évolution de Roland Garros, là aussi, je vous réponds très sincèrement, là aussi ne me plaît pas, notamment pour les journalistes. Autrefois, c'était les journalistes qui faisaient les interviews, etc. en bord de terrain. Aujourd'hui, de plus en plus, ce sont les anciens champions qui ne sont pas possesseurs de carte de presse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les journalistes ne sont pas assez bons pour le faire. Voilà, tout ceci ne me plaît pas. D'ailleurs, moi, je suis à la tête. En tout cas, j'ai un combat qui ne me concerne plus du tout moi, mais qui concerne les journalistes, les jeunes journalistes aujourd'hui, qui se trouvent très souvent empêchés par la cohorte de consultants qui arrivent d'anciens sportifs, etc. Et ça, c'est quelque chose que je conteste infiniment, mais encore une fois, je suis d'autant plus libre de le faire que ça concerne les jeunes générations qui arrivent. Je me dis, mais vont-elles pouvoir trouver du travail, tout simplement? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Nelson, si tu avais un beau souvenir sur cette excellente carrière, quelque chose qui t'a frappé, ou un sport, ou un truc qui t'a vraiment marqué au cours de ta carrière, ce serait lequel? Nous sommes aux Jeux Olympiques de Londres 2012 pour les épreuves de natation. La natation n'a pas commencé avec Léon Marchand, même si nous sommes ici à Toulouse, qui est son club de naissance. Il y a eu beaucoup de très beaux événements et beaucoup de grands exploits de natation française avant Léon Marchand. Et il en est peut-être le continuateur d'une certaine manière. Et le relais 4x100 mètres nage libre qu'on considère généralement comme le Graal en matière de natation. Parce que une victoire individuelle, c'est une chose. Une victoire collective, a fortiori dans cette course-là, 4 fois 100 mètres, c'en est une autre. Et là, cette équipe de France qui en demi-finale se qualifie avec le 5e ou 6e temps pour la finale, donc n'a pratiquement aucune chance de médaille d'or, jamais de la vie. Même sur le podium, ça va être très très difficile d'aller grappiller une place sur le podium. Cette équipe de France remporte la course. 4 fois 100 mètres, Amaury Levaux, Fabien Gillot, Clément Lefer, Yannick Agnel. Voilà. Donc j'ai pas de texte sous les yeux. Voilà. Et donc il gagne la course devant les États-Unis de Michael Phelps. Il y avait Canada, Russie, Chine, Japon, Australie. C'était injouable. Voilà. Et je me souviendrai toujours toute ma vie. Donc ils arrivent, je vois 4 garçons. Je crois que jamais j'ai vu des garçons aussi heureux, quoi. Moi, ils sont tout mouillés, là, tu vois, ils sortent de l'eau. Moi, j'avais un costume clair. Ils me prennent dans les bras, donc forcément le costume, il est tout mouillé et tout ceci. Et là, on fait une interview qui dure un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est normalement au jeu, on fait 3 minutes. J'ai dit, tout le monde, mais où sont les Français? Ils doivent arriver sur le podium. Ils sont encore en interview. J'ai dit, il faut conclure, etc. Et en concluant, Yannick, qui avait fait un dernier relais extraordinaire, me souffle à l'oreille, tu es notre 5e relayeur. Là, j'ai trouvé ce métier vaut la peine d'être vécu. Merci beaucoup Nelson pour ce partage d'expérience qui nous touche, qui touche les jeunes journalistes aussi, et nous avoir offert cet aperçu précieux de ton parcours exceptionnel. Ta passion, ton engagement dans le sport et les événements majeurs sont une véritable source d'inspiration. Un grand merci de nous avoir accordé dans Et si on parlait de sport quelques instants. Merci Laurent, merci Pauline. Ça a été très sympa de parler avec vous. Place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, nous allons parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et si on parlait de sport ?
première mi-temps. Et pour lancer cette première mi-temps, nous vous proposons de revenir en détail sur la cérémonie d'ouverture, un moment spectaculaire et chargé d'émotions qui a marqué le début des Jeux Olympiques. Entre créativité, symboles forts et une mise en scène inoubliable, revivons ensemble les instants qui ont captivé le monde entier. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir des invités aux profils variés. Brigitte Linder, notre présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Cindy Laplace, qui est préparatrice mentale et coach, qui a participé à l'accompagnement de sportifs de haut niveau et qui est aussi une passionnée de sport. Bonjour Cindy. Bonjour Laurent et toute l'équipe. Nous avons aussi Raphaël Hollard, qui est cavalier et coach de concours complet d'équitation, co-gérant des écuries Mons Équitation, c'est bien ça? Merci, bonjour à tous. Bernard Pujol, notre spécialiste rugby, membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous. Et nous avons aussi André Lafenêtre, qui est directeur général du magazine Sport Région. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et Bruno Hamed, directeur fondateur de l'agence Bellombra. Tous deux sont organisateurs de Dialogue Sport. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Quelques mots sur cette cérémonie d'ouverture. Brigitte Linder, tu as participé, tu as vu, tu as ressenti. Tu bosses depuis des années quand même sur ces Jeux Olympiques. Tu fais partie toi-même d'un comité sur le sport territoire. Comment tu as vécu ça? C'était le top départ quand même. Oui, en fait, j'étais au comité stratégique Paris 2024. J'ai fait partie de l'équipe nationale du CNOSF. Puis, effectivement, je suis coprésidente de la commission des territoires au comité national olympique et sportif. Alors, effectivement, pour moi, j'étais agréablement surprise parce qu'après tout ce qu'on a entendu sur la cérémonie d'ouverture, les risques qu'il pouvait y avoir, finalement, ça s'est très bien passé. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Par rapport à certaines personnes à Paris, c'est sûr que j'ai pas eu les images en direct. J'étais devant mon téléviseur, mais j'ai pas subi les quelques gouttes de pluie, voilà, qui ont bien arrosé. Mais les retours que j'ai eus sur la cérémonie d'ouverture sont quand même extraordinaires. Les gens sont ravis. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, vraiment que j'ai trouvé extraordinaire, parce que j'ai déjà fait des Jeux Olympiques, ce sont les athlètes sur le bateau. Voilà, je trouve que c'est la première fois, c'est mes 3e ouverture de jeu, et je peux dire que ça n'a pas du tout. Moi, je craignais un petit peu. Je disais le stade, c'est la communion entre le public et les athlètes, mais là vraiment sur le bateau, il y avait encore une communion qui était beaucoup plus extraordinaire, la proximité aussi des athlètes entre eux. J'ai trouvé que c'était déjà une belle augure pour des jeux magnifiques. Et alors Cindy, comme l'a dit Laurent, toi tu es coach et préparatrice mentale. Qu'est-ce que tu as pensé de cette cérémonie d'ouverture? Alors je rejoins Brigitte en effet sur le côté stade auquel on était habitués. Les sportifs avaient tendance à redouter le fait de marcher, de piétiner pendant des heures, là où ils piétinaient entre guillemets sur un bateau, mais le bateau était très symbolique de on embarque, on est tous sur le même bateau. Il y avait cette symbolique là finalement que j'ai trouvé très belle. Je pense qu'il y a plus d'athlètes qui ont pu y participer plus que dans un stade finalement, et l'objectif c'était finalement on a une belle capitale, donc ils ont pu communier avec l'intégralité du public qui était présent aux places, mais aussi ceux qui étaient sur les balcons. Ils ont pu profiter de notre belle scène, de notre belle capitale. Moi j'ai trouvé que c'était une cérémonie à la hauteur de notre belle France. Ouais, comme disaient certains, c'était une ambiance de ouf, ce qu'on a entendu auprès des jeunes. On va passer à Raphaël. Alors, c'est difficile de mettre des chevaux sur les bateaux. Il y a peut-être moins de cavaliers qui ont pu venir sur les bateaux. Comment toi, tu as vécu cette cérémonie? Moi, je l'ai trouvée vraiment magnifique, porteuse de valeurs, très ambitieuse sur ce sujet-là. Et évidemment, vous avez tous remarqué que c'est une cavalière qui a amené le drapeau olympique. Donc forcément, pour le cavalier que je suis, c'est sûr que ça m'a parlé. Cette traversée de la Seine, ce retour vers le Trocadéro sur la Seine, c'était quand même un moment assez exceptionnel. Que le cheval ait eu sa place dans cette cérémonie, pour le cavalier que je suis, c'est évident que voilà, ça m'a parlé. Et c'est aussi, on peut quand même, la mise en lumière de la Tour Eiffel. Ça paraissait, on avait l'impression qu'on avait déjà tout vu, la Tour Eiffel en bleu, blanc, rouge, la Tour Eiffel qui scintille, la Tour Eiffel, et là on était encore dans quelque chose de supérieur. Franchement, moi c'est vraiment une cérémonie d'ouverture qui m'en a mis vraiment plein les yeux et qui a lancé magnifiquement dès le lendemain matin les épreuves d'équitation à Versailles. Voilà. Une cérémonie grandiose comme ça avait été annoncé. Bernard, toi, quel a été ton ressenti suite à cette cérémonie d'ouverture? Bien, je rejoins effectivement. On est dithyrambique. On a été scotchés. On s'attendait, nous, on a fait les émissions de l'Antiquité jusqu'à Paris, et on savait que l'événement allait être beau, grandiose, mais on a été subjugués. On a été subjugués pour pas beaucoup de choses. Paris, ville de lumière, aux yeux de tout le monde entier. On est entre nous, on va rester simple, mais ça a été magique, quoi. Ça a été fabuleux.
il faut dire que c'est la première fois dans un site aussi grandiose que l'ouverture des Jeux se faisait hors stade. Dans notre belle scène, avec tous les monuments que tout le monde nous envie, ça a été féerique, ça a été fabuleux. Les sportifs, effectivement, ont un peu souffert pour des organisations moins contenues sur les stades, mais j'ai eu quelques amis du rugby. C'est de la liesse, de la joie. On n'arrête pas tous les objectifs que l'on peut dire. Et on a vraiment montré que notre beau pays est bien là dans les grands moments. Et 100 ans après à Paris, on a encore été plus loin parce qu'il y a la parité, il y a le outdoor, il y a cette grande magie, l'artistique, tout le monde a été représenté, personne n'oublié, le para, le cheval, je dirais. Et ça, encore une fois, les Jeux nous amènent beaucoup plus loin. Et voilà, c'est de la magie et c'est vraiment de la lumière. À Paris, c'est de la lumière. Merci beaucoup Bernard par rapport à ce beau témoignage, notre spécial du rugby. André Lafenêtre, toi tu es directeur de magazine, tu es sensible j'imagine à ces belles photos qu'on a vues, de ces belles images. Comment tu l'as ressenti alors en tant que professionnel mais aussi en tant que sportif que tu es? Que j'étais. On l'est toujours, on est sportif à vie en fait. Oui, alors moi j'ai trouvé effectivement que la dernière heure était particulièrement émouvante, mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que effectivement c'était hors stade. C'est vrai que cette cérémonie a été faite non pas uniquement pour les 320 000 spectateurs qu'il y avait sur le bord des quais, d'après ce que j'ai compris, ou les 100 000 qui aurait pu y avoir dans un stade, ça a été fait pour le milliard de personnes, ou 1,5 milliard, je ne sais pas, de personnes qui ont pu le regarder. Ça devient de plus en plus télévisuel. Voilà. Et puis surtout, on a pu mélanger la culture et l'histoire avec le sport, ce qui est plus difficile dans un stade. Voilà, j'ai beaucoup aimé effectivement l'illumination de la Tour Eiffel. J'ai trouvé Céline Dion excellente, et évidemment dans sa représentation et très émouvante. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette cérémonie. Merci André. Donc on va passer la parole aussi à Bruno. Bruno, quelques mots sur ton ressenti de sportif et puis aussi de professionnel de la communication. Je vais répondre avec la vision d'un organisateur d'événements, puisque c'est mon métier essentiellement. C'est un spectacle très bien écrit. C'est très très bien écrit et formidablement bien orchestré. Et c'est pas du tout évident, surtout en extérieur. Il est plus facile de créer, d'organiser, d'imaginer un spectacle en intérieur et en extérieur. Surtout avec tous les risques qu'il y avait à prendre. Et d'autant plus qu'il y a eu une réactivité extraordinaire par rapport aux éléments contraires. La pluie, le vent, et pour un organisateur d'événements en extérieur, c'est pas du tout évident. Peut-être quelques longueurs, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça arrive dans tous les événements, dans tous les spectacles. Il y a aussi quelque chose qui est essentiel, c'est ce mélange de modernité et de clin d'œil à l'histoire. Voilà, ils ont réussi cette symbiose et c'est pas du tout évident. On regarde la conciergerie. C'est vrai que mettre un groupe de hard rock, là on est dans la modernité, et puis sur une scène en fait historique, sur une partie de notre histoire qui est la Révolution, c'est vraiment très très bien fait et c'est une réussite. Merci. Alors on va passer de ce monde-là féerique, on va dire, avec cette fameuse tour Eiffel qui s'est embrasée et derrière cette flamme aussi. C'est original d'avoir cette flamme qui s'élève dans le ciel et qui va pouvoir perdurer pendant tous les Jeux Olympiques. Après avoir revécu l'émotion et la grandeur de la cérémonie d'ouverture, tournons-nous maintenant vers les performances des athlètes occitans qui ont su briller tout au long de ces Jeux, remportant des médailles et faisant vibrer toute une région. Si l'Occitanie était un pays à la fin des Jeux Olympiques de Paris, eh bien elle se classerait à la 13e place du tableau des médailles entre le Canada, qui a 9 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 11 médailles de bronze, et l'Ouzbékistan, qui a 8 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze, avec un total de 21 médailles, 8 d'or, 8 d'argent et 6 de bronze. Grâce notamment aux performances du Toulousain Léon Marchand, qui a gagné 4 titres plus une médaille de bronze, de l'équipe de France de rugby, dont notre Antoine Dupont de Haute-Garonne et Paulin Riva du Gers, pour ne citer que, de la gardoise Chirine Boucli, qui est médaille d'or par équipe et bronze en individuel, des volleyeurs Nicolas Le Golf et Jean Patry, ainsi que du Tarnais Benjamin Thomas en cyclisme dans l'Omnium. La région a été un important contributeur de médailles. On va vous citer déjà, vous rappeler qui sont nos médaillés de l'Occitanie avec les premières 8 médailles d'or, Pauline. Oui, on va commencer avec
avec le rugby à 7 où Antoine Dupont et Nelson Épée du Stade Toulousain, Théo Fornet, Jean-Pascal Barak, Jefferson Lee Joseph de Perpignan, Antoine Zegdar de Castres et Paulin Riva qui est né à Auch ont tous fait partie de cette équipe de rugby à 7. Alors le samedi 27 juillet, lors du 3e jour de compétition, l'équipe de France olympique de rugby à 7 a triomphé des Fidji, double champion olympique en titre, pour s'emparer de la médaille d'or avec une victoire éclatante de, je le rappelle, 28-7, largement construite en seconde période grâce à un Antoine Dupont en grande forme. La France remporte son premier titre olympique dans cette discipline dominée par les Fidji depuis son introduction aux Jeux de Rio en 2016. Il faut savoir que c'est la première défaite des Fidjiennes dans l'histoire de cette compétition après 17 victoires consécutives. Les tricolores deviennent ainsi les premiers champions olympiques français des Jeux de Paris 2024. Alors merci, on va changer de ballon, on va passer au volley, donc c'est au-dessus d'un filet, je rappelle, avec deux personnages de chez nous, Nicolas Le Goff qui est de Montpellier UC et Jean-Patrick qui lui est né à Montpellier. Aussi impressionnant qu'en demi-finale contre l'Italie, les Bleus ont surclassé la Pologne en finale pour défendre leur titre olympique, une première depuis les années 1980. C'est une performance exceptionnelle qui s'est déroulée dans une ambiance survoltée, ajoutant encore plus de magie à leur victoire. Et on va passer enfin à la natation avec Léon Marchand qui fait partie des Dauphins du TOEC à Toulouse. Il a nagé sur le 400 mètres 4 nages, le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse et le 200 mètres 4 nages. En seulement 1h54, Léon Marchand a marqué l'histoire des Jeux Olympiques le mercredi 31 juillet après une victoire spectaculaire sur le 200 mètres papillon suivie de celle sur le 200 mètres brasse. Le nageur français a non seulement enflammé Paris la Défense Arena, mais aussi conquis le cœur des Français. Il a réalisé 2 succès en une seule soirée de natation, un exploit que même Michael Phelps n'avait jamais accompli auparavant. Déjà sacré 2 jours plus tôt sur le 400 mètres 4 nages, le champion de 22 ans a ajouté 2 autres médailles à sa collection, l'or sur le 200 mètres 4 nages et le bronze en relais et 4 fois 100 mètres 4 nages. Alors qu'est-ce qu'on retient, messieurs les correspondants, de ces victoires, de ces médailles d'or impressionnant. Alors bien sûr, se dégage la star de ces Jeux Olympiques et qui est chez nous, Brigitte. Ah oui, alors là on peut dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir Léo Marchand chez nous. Alors moi ce qui m'a impressionné, puisque bon, je n'étais pas sur place, j'ai été après au JO, mais c'est cette coulée. Il a une coulée extraordinaire et on le voit très bien parce qu'il y a des moments où c'était juste, on se disait comment va-t-il faire, et finalement on le voyait sous l'eau, cette coulée magnifique qui a fait que je pense qu'il a eu cette victoire qu'il mérite vraiment. Brigitte, il faut savoir que ces coulées-là ont été travaillées par Nicolas Castel qui est l'entraîneur ici à Toulouse. Tout à fait, d'ailleurs il l'a mis en avant. Il a travaillé avec lui et ces coulées-là viennent du travail qu'ils ont fait ensemble. Ouais, effectivement, il y a Nicolas Castel, donc il l'a bien mis en avant, il a raison. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce garçon, c'est sa simplicité et surtout il n'oublie pas d'où il vient et qui l'a entraîné. Ça, c'est important. Et nous avions reçu Nicolas Castel qui, lui, nous a promis de revenir autour de cette table pour faire un petit débrief dans quelques temps. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, Bernard, sur ces médailles d'or? Bien sûr, évidemment, on sent qu'il y a le côté un peu rubistique, mais au-delà de ça. Mais déjà, il faut saluer l'Occitanie, cette région sportive qui est très importante en France, en Europe et puis sur le socle du monde. On a la chance d'être très exposé, d'avoir une tradition avec des crêpes, revisiter des clubs qui fonctionnent bien, des comités départementaux, Madame la Présidente, qui sont bien là, proches des clubs et qui dynamisent. On a les collectivités aussi qui travaillent bien, on travaille bien ensemble. Il faut le souligner. Donc, moi, comme je le disais, j'ai plein de lumière encore et pour rester sur l'Occitanie, on a surfé au plus haut, on a monté encore le niveau de la barre, le niveau d'eau. Alors sur le roi Léon, si je puis me permettre, par rapport à ses prédécesseurs. Pas le roi Lion, le roi Léon. Non, Léon et pas celui les enfants, ils vont se confondre. Lion, Bernard, attention, je précise quand même. Je ne me perdrai pas, il me grifferait. Donc, c'est vrai que c'est pas le mastodonte des Spies, des Pels, des Tornes qui battaient l'eau comme des moteurs. J'ai entendu dire qu'il allait aussi vite sous l'eau que dans l'air. Alors c'est quand même une projection et c'est vraiment un très très grand champion, il faut le saluer. On a la chance d'avoir chez nous, donc c'est bien qu'il faille le faire un petit clin d'œil. Je rajouterai un petit clin d'œil quand même sur l'exploit du volleyball. On a 2 jeunes qui étaient dans l'équipe quand même, qui sont de Montpellier, mais gagné 2 fois le titre de champion olympique. Bravo messieurs, bravo à l'équipe de volleyball. Ça a été très chaud. Ça a été très chaud mais extraordinaire. Bravo
bravo à eux. On s'est régalé. On va passer aux médailles d'argent, Pauline. Oui, on va commencer avec le tir à l'arc où Jean-Charles Valadon et Baptiste Hadis, tous les deux membres de l'Arc Club de Nîmes, sur l'esplanade des Invalides, les Français ont affronté un véritable mur. Il s'agit de la Corée du Sud, double championne olympique en titre et meilleure équipe du monde. Malgré leurs efforts, l'équipe de France n'a pas pu résister à la précision des archers sud-coréens qui se sont imposés 5-7-1. Les Français décrochent néanmoins une belle médaille d'argent. Et on revient encore à la natation avec une nageuse un petit peu qui a une belle histoire, qui est médaille d'argent, Anastasia Kirpichkinova, sur 1500 mètres, qui est licenciée au club de Montpellier. Elle a remporté la médaille d'argent sur 1500 mètres libre lors de ces JO. Derrière la fameuse américaine Cathy Ledecky, qui est avec son 8e titre devient la deuxième femme la plus titrée de l'histoire des Jeux. Elle a été naturalisée, cette jeune femme, l'an dernier, après avoir représenté la Russie, française de 24 ans, qui a terminé cette course en 15 minutes 40 secondes et 35 centièmes, qui a amélioré son record personnel de 8 secondes. Et on va désormais passer à la boxe avec deux boxeurs occitans. Sofiane Oumia, de la catégorie des moins de 63,5 kg, qui vient de Toulouse. En finale des moins de 63,5 kg, comme je viens de le dire, le boxeur français Sofiane Oumia s'est incliné à la décision partagée face au Cubain Erislandi Alvarez-Borges. Sofiane décroche ainsi une deuxième médaille d'argent après celle remportée à Rio en 2016. Il y a aussi Bilal Benama dans la catégorie des moins de 51 kg, qui vient du Boxing Club de Blagnac. En finale, le boxeur français Bilal Benama a été battu par l'Ouzbek Azanboy Duzmatov dans le cadre prestigieux du stade Roland-Garros. Malgré cette défaite, il décroche une précieuse médaille d'argent. Et de la boxe, on passe au football avec un très beau résultat de l'équipe de France. On briguait la médaille d'or, mais ils ont fait une belle médaille d'argent avec dans cette équipe un gardien de but, gardien du TFC Toulouse, Guillaume Rest, qui a vraiment fait une performance extraordinaire pendant toute cette compétition. Il y avait aussi avec lui Joris Chotard, qui est de Montpellier Hérault. Sous la direction de Thierry Henry, cette équipe de France a affronté l'Espagne en finale et s'est inclinée avec les honneurs sur le score de 3-5. Les Bleus ainsi remportent la médaille d'argent, le deuxième dans l'histoire du football olympique français après le titre en 1984. Il y a aussi le breakdance qui faisait son entrée dans ces Jeux de Paris 2024 avec Danny Dan, qui est actuellement sur Perpignan. Pour la première apparition du breaking aux Jeux Olympiques, B-Boy Danny Dan a décroché la médaille d'argent. Sur la place de la Concorde, les 16 meilleurs breakers du monde se sont retrouvés pour des battles spectaculaires et Danny Dan a brillamment représenté sa discipline, inscrivant son nom en haut du palmarès olympique. Et que dire, Pauline, du basketball avec cette équipe de France féminine qui jusqu'au bout nous a fait vibrer. Dans cette équipe, il y avait deux représentantes de l'Occitanie, Romane Berniès qui est de l'Est Montpellier et Leïla Lacan qui est née à Honnête-le-Château dans l'Aveyron. Des Françaises qui ont failli réussir un exploit en privant les Américaines d'un 8e titre consécutif. Elles ont tout essayé jusqu'au dernier point. Le tournoi des Bleus a été remarquable, mais elles se sont inclinées justesse dans ce qui aurait pu être un des plus grands exploits du sport tricolore. On va noter que Romane Bernier a disputé ses premiers Jeux Olympiques. C'était la mission de la deuxième joueuse la plus âgée de l'équipe, a surtout été d'imprimer une grosse pression défensive en qualité de premier rideau, ce qu'elle a plutôt très bien fait. Et Leïla Lacan, qui est une toute jeune dans la hiérarchie des meneuses de jeu, elle semble passer derrière Marine Fautou. Cette Marine Fautou, c'est celle qui a fait un tir de folie du milieu du terrain, je rappelle, et elle est moins expérimentée en équipe de France, mais elle a progressivement trouvé sa place offensivement, tenté des tirs et s'est montrée propre dans sa distribution. Elle s'est révélée en pitbull en défensif et elle a même déjoué les meneuses adverses chevronnées, un élément crucial de ces demi-finales contre la Belgique et qui n'a pas manqué son rendez-vous au sommet face aux USA. Et on va enfin passer à la dernière médaille d'argent de ces athlètes occitans avec le cyclisme VTT et Victor Koretsky qui vient du vélo sprint narbonnais pour sa 3e participation aux Jeux Olympiques après une 10e place à Rio et une 5e place à Tokyo. Le VTTiste Héroté qui fêtera bientôt ses 30 ans a décroché sa première médaille olympique en argent à Paris. Acclamé par sa famille et soutenu tout au long du parcours par le public, il a été battu de justesse par le Britannique Tom Pidcock, mais décroche néanmoins une belle médaille d'argent. Qu'est-ce que ça vous inspire ces médailles de bronze? Donc localement, d'argent, pardon, oui, on passe à la bronze après. Tu as raison, Brigitte. Allons. Victor, donc moi je note qu'on est passé très très près d'un doublé en VTT. Il faut quand même le noter que la française Pauline Ferrand, pas Pauline Gaston-Conduite, mais Prévost a gagné la médaille d'or et ça s'est joué à très peu de choses. Si vous avez regardé cette compétition, sur la fin, il y a une petite accrochage et l'anglais est passé devant. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, sur les autres médailles? Alors moi, ce qui m'a inspiré, c'est bien sûr au niveau de la natation, Anastasia, qui quand même, quand je l'ai vu partir, bon, j'avoue franchement, je me suis dit, bon, on va voir. Mais quel exploit!
quel exploit. En plus, elle est, comme tu le disais, elle a été naturalisée, mais c'est pas le fait tellement de la naturalisation, c'est son histoire. Je pense qu'elle a eu une histoire aussi très compliquée. Et ces athlètes qui arrivent à dominer un petit peu tout cela pour porter haut et fort les couleurs de la France, je trouve ça extraordinaire. Et la reconnaissance qu'elle a par rapport à la France. Elle a su le dire. Et ça, je crois que c'est extraordinaire. Et en plus, j'aimerais bien parler russe comme elle parle français. C'est une belle histoire. Elle a en plus de ça été quand même derrière la numéro 1 bien mondiale. Sûr, bien sûr. C'est une performance. Mais il fallait voir ça. C'était quand même, c'est quand même extraordinaire. Alors le deuxième, mais je laisserai à mon cher ami de parler de Sofiane. Mais c'est vrai que moi, je suis pleine d'admiration pour lui. Il mérite sa médaille et ça a été extraordinaire. Et puis notre fameux, alors je sais jamais si on dit Bilal ou Bilal. Bilal. Voilà, Bilal Benama. Vous rappelez-vous qu'on l'a reçu ? Tout à fait. On l'avait reçu et il était accompagné ce jour-là d'un jeune qui se nomme Pauline, je ne me rappelle plus. J'ai pas Maxime Marquet. Voilà, qui nous a dit, et ça a été extraordinaire, je me rappelle l'émotion dans l'émission lorsqu'il a dit, si je suis là et si je me suis mise à la discipline, c'est grâce à Bilal. Il me coach, il m'accompagne. Et je crois que ce jeune a fait a eu des titres au niveau national. Championnat de France. Championnat de France. Tout à fait. Grâce à Bilal. Donc c'est tout ce côté, non seulement ce sont des athlètes à haute performance qui sont extraordinaires, à qui on peut tirer notre chapeau, mais aussi l'humain. Oui, Brigitte, moi ce que je retiens, et tu l'as dit, c'est l'histoire de ces jeux et les parcours de vie. Absolument. On a vu un judo, je ne répéterai pas son nom, il m'en excusera, je ne m'en rappelle pas, mais c'est pas une injure. Ces jeux ont vraiment été une nouvelle ère, ça a été dit. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte. Les histoires, les parcours de vie, l'intégration des personnes et qui amènent effectivement toute cette espérance, et toujours au travers du sport. Et on en revient, ça a été très très fort. Donc c'est vrai que j'ai une sympathie et une proximité avec Sofiane, puisque il a joué au rugby, j'ai eu le plaisir de l'accompagner, de l'entraîner. Il faisait les deux. Et leur parcours de boxeur et de tout ce qu'ils entraînent derrière, au niveau des salles, de l'éducatif, c'est énorme et c'est à souligner. Et les médailles sont au niveau de cette beauté et de ces performances. Bon, on va désormais passer aux 6 médailles de bronze qu'on a eues ici en Occitanie, à commencer par le judo avec Chirine Boukli dans la catégorie des moins de 48 kilos, qui est née à Ramon dans le Gard. Alors, Chirine Boukli a réalisé une performance remarquable en obtenant la première médaille française en judo aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après une défaite en quart de finale contre la japonaise Tsunoda, elle s'est ressaisie pour décrocher la médaille de bronze en battant l'espagnole Martinez Abelanda. Alors, on avait aussi sur cette belle piste qui se trouvait sur la place de la Concorde le BMX freestyle, on va dire pour parler anglais, avec Anthony Jean-Jean qui est du club de Sérignan Passion BMX Arnero, ce cycliste qui a remporté finalement la médaille de bronze alors qu'il visait l'or. Souvenez-vous cette chute dans le premier run, malheureusement pour lui, et alors qu'il a fait un deuxième run extraordinaire. Et comme c'est encore un sport de notes, voilà, on peut encore discuter, il manque pas grand-chose, voilà. Mais je pense qu'il fallait souligner la performance dans un cadre fantastique sur cette place de la Concorde. Ils ont très bien travaillé. Puis quelques mots aussi du tennis de table avec l'équipe de France, notamment avec Félix Lebrun, Alexis Lebrun qui font partie du club de Nîmes-Montpellier, et Simon Gauzy qui est né à Toulouse mais qui est licencié en Allemagne. L'équipe de France de tennis de table avec les frères Lebrun et Simon Gauzy a décroché la médaille de bronze après une victoire décisive contre le Japon. En tennis de table, il y a aussi Félix Lebrun qui a seulement 17 ans est devenu médaillé olympique en tennis de table. Le Français a remporté la médaille de bronze après avoir battu le Brésilien Hugo Calderano, l'adversaire qui avait éliminé son frère auparavant. Il devient ainsi le deuxième Français de l'histoire à monter sur un podium individuel en tennis de table, 32 ans après Philippe Gatien. Alors, autre médaille de bronze, mais on va pas continuer parce que Léon Marchand additionne avec cette médaille de bronze au relais 4x100 mètres, 4 nages. Voilà, c'est juste pour citer, mais bon, on a déjà parlé de Léon Marchand. Et pour terminer, il y a l'escrime avec Maxime Pianfetti au sabre, qui fait partie de l'amicale Tarbes d'escrime dans les Hautes-Pyrénées. Après une déception en épreuve individuelle où il a été éliminé dès les 16e de finale, Maxime Pianfetti a su surmonter sa frustration pour se remobiliser en équipe. Il a contribué à la superbe médaille de bronze remportée par les sabreurs français dans la compétition par équipe. Alors des commentaires sur ces médailles de bronze, donc c'est ce qu'on appelle la 3e place, quoi. Ouais. Alors moi j'aurais un petit commentaire, c'est effectivement sur la préparation mentale de ces athlètes. On voit un Anthony Jean-Jean qui rate complètement son premier rang et qui nous fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand j'ai vu qu'il avait la médaille de bronze, je me suis dit mais c'est pas possible, faut-il
avoir une préparation mentale extraordinaire. Et de l'autre côté, on voit notre petit Félix Lebrun, enfin pas si petit que ça, mais qui lui aussi, quand même, avec sa jeunesse, ses 17 ans, est arrivé à dominer tout ce stress, toute cette pression, la pression du public en plus. L'emprise des Chinois en face. Et puis les Chinois, c'est pas n'importe énorme, qui, énorme, voilà. Ouais. Et j'ai trouvé que franchement, on a un bel exemple de vie, que pour tous ces athlètes, et moi je leur tire mon chapeau, parce qu'il faut du mental. Et quelque part, je pense que ça va bien leur servir dans leur parcours. Bon, ils ont encore un parcours sportif, je pense, important, mais quand ils quitteront le sport, je pense qu'ils seront bien préparés pour entrer dans la vie active et professionnelle. Non, tu veux relever quelque chose sur sa médaille de bronze? Oui, on va leur laisser le temps parce que l'on constate qu'ils sont jeunes. Tu as raison. Et on peut saluer. Donc Los Angeles nous tend les bras et on s'aperçoit tant en natation qu'en escrime, on bouscule les grandes, les empires, compte tenu du nombre, de la culture, de l'histoire. C'est vrai. Et on est vraiment au top et l'Occitanie n'y laisse pas sa part au chat. C'est remarquable et c'est émotionnel. C'est émotionnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je noterai quand même une chose, parce que c'est un petit peu mon sport aussi de prédilection. En judo, je voudrais quand même qu'on relève un peu la performance de Chirine Boukli, qui a quand même été la première médaille française de ces Jeux. Ça restera dans l'histoire. Je rappelle que dans 100 ans, on ne sera pas forcément là. Non. Si tant est qu'on récupère les Jeux Olympiques, eh bien, elle a marqué l'histoire par cette première médaille française. Ça valait le coup d'être souligné. C'est une médaille de bronze. Elle visait l'or, là aussi. Petit problème, peut-être un peu de mental. Il a manqué le petit quelque chose, mais finalement, elle s'est ressaisie. Voilà. Mais quand même, elle s'est ressaisie. C'est ça. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première mi-temps. Restez avec nous pour la suite où nous reviendrons sur les Jeux paralympiques de Paris 2024 avec des invités exceptionnels. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Pujol, membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne, André Lafenêtre, directeur général du magazine Sport Région Occitanie, Bruno Hamé, directeur fondateur de l'agence de communication Bellombra, Didier Don, coach et formateur chez Engagé Talent, Cindy Laplace, préparatrice mentale qui accompagne les sportifs de haut niveau, David Berti, ancien international de rugby et salarié chez Rempart Mutuel, ainsi que Luc Poncelet, président de la Ligue Occitanie d'Aviron. Ensemble, nous allons revenir sur la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Cet événement s'est déroulé au cœur de la capitale, entre l'avenue des Champs-Élysées et la place de la Concorde, sous un ciel enfin clément. Cette soirée marquante qui a duré 3 heures s'est achevée en beauté avec l'allumage de la vasque paralympique à très exactement 23h34 au Jardin des Tuileries. Ce moment symbolique a été accompli par 5 athlètes français, les porte-drapeaux Nantenin Keita et Alexis Anquincan, accompagnés d'Élodie Laurandi, Charles-Antoine Kouakou et Fabien Lamiro. Mais avant ce grand final, la parade des athlètes a vu défiler 5100 participants représentant les 168 délégations présentes pour ces Jeux. Cette parade a traversé la mythique avenue des Champs-Élysées, comme je le disais plus haut, pour rejoindre la place de la Concorde, devant un public impressionnant de 50 000 spectateurs. Plus contemplative que celle des Jeux Olympiques, cette cérémonie n'en a pas moins été ambitieuse. Elle a mis en avant des messages puissants d'inclusion et de valorisation du corps. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, a d'ailleurs évoqué une révolution paralympique en marche. Selon lui, il s'agit, je le cite, d'une révolution douce, mais qui va changer chacune et chacun d'entre nous en profondeur pour toujours. Une révolution individuelle, mais avec une portée universelle. Un changement soudain. Le 9 septembre, nous nous réveillerons différents. D'ici là, merci Pauline pour cette introduction concernant la cérémonie d'ouverture. On va désormais faire un tour de table avec nos invités. En quelques mots, quelles sont vos impressions sur cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques
de Paris 2024. Sur l'émerveillement, on avait parlé du nouvel ère sur les premiers Jeux Paris 2024 où on a découvert et on s'est approprié tous ces magnifiques sites. Tout le monde a bien pu voir. Et puis on est sur la lancée. Le beau temps est là. On est toujours sur le magnifique spectacle avec beaucoup de monde. On reste sur le surfing de Paris 2024. Merci Bernard. André? Je trouve que Paris vit un beau moment, un beau mois d'août et un beau début septembre avec deux magnifiques cérémonies. Elle était plus compacte, mais extrêmement intéressante parce que je trouve qu'elle a dédramatisé beaucoup de choses. Au contraire, elle a mis en valeur. On a vu des spectacles avec des fauteuils, etc. Et je trouve que c'était important pour le message d'inclusion. Voilà, pour que ça ne s'arrête pas juste au message d'ailleurs à l'avenir. Didier? Ce que nous montrent ces Paralympiques, c'est en fait qu'aujourd'hui, le corps et l'utilisation du corps, jusqu'à maintenant, c'était quand même un monde relativement caché, un petit peu isolé. Et là, ce sont eux qui sont au spectacle et c'est eux qui font l'émulation et le spectacle du monde. Et surtout, comme c'est quand même des Jeux Olympiques très très médiatisés, ils montrent au monde cette capacité aujourd'hui d'utiliser des activités sportives au même titre que n'importe quel athlète. Et surtout, ce qui est beau, c'est que ils ont un mental de fou. C'est bien mon domaine, mais ils vont au-delà chercher des ressources. Et comme pour avoir travaillé avec beaucoup d'handicapés dans le sport de haut niveau ou autre, c'est ce qui leur permet d'être vivants, d'exister, d'avoir leur place. Et ça, pour moi, c'est très important. Et encore merci beaucoup à ces Jeux Olympiques. Après avoir évoqué la cérémonie d'ouverture, nous aborderons le parcours exceptionnel des athlètes paralympiques occitans, ainsi que leurs performances et médailles remportées lors de ces Jeux. Premier sport que je voulais passer un peu en revue avec vous, qui était la boccia. Il faut savoir qu'à boccia, il y avait 10 titres qui ont été décernés, 11 titres qui ont été décernés. Et puis dans ces titres, on l'a dit tout à l'heure, une médaille d'or qui était la jeune Aurélie Aubert, qui a surpris tout le monde et qui a été assez exceptionnelle dans ces Jeux paralympiques. Oui, aussi l'escrime fauteuil. Donc il existe 3 types d'armes, comme chez les valides, le fleuret, le sabre et l'épée. 16 titres ont été décernés. Et alors, concernant le bilan français, on a eu une médaille de bronze grâce à l'équipe masculine de fleuret. Et concernant nos athlètes occitans sélectionnés, donc chez les hommes, il y avait Maxime Vallée qui a été médaillé de bronze avec l'équipe masculine de fleuret. Et en individuel, il a été éliminé au 3e tour des repêchages pour la médaille de bronze au fleuret. Et chez les femmes, Brianna Vidé avec l'équipe féminine d'épée, elle a été battue en petite finale par les Thaïlandaises, terminant ainsi à la 4e place. Avec l'équipe de fleuret par équipe, elle a subi une lourde défaite en quart de finale face aux favorites hongroises avec un score de 19-45. Et en compétition individuelle, elle a terminé à la 4e place au sabre et a échoué en 8e de finale, mais a finalement terminé à la 6e place du fleuret individuel. Voilà, je pense que je vais revenir un petit peu sur nos athlètes occitans. Nous, on a reçu ici Brianna et on voudrait la saluer parce qu'on a apprécié son engagement, son sourire, sa détermination dans ces compétitions d'escrime. Si vous avez un mot sur elle ou sur ces compétitions d'escrime qui se sont passées, qui ont été passionnantes. Ils ne sont pas passés loin quand même, nos escrimeurs. Comme à Tokyo, c'est un maigre bilan, mais il faut regarder le contenu, pas juste les médailles. C'est vrai que Maxime Vallée perd au dernier tour des repêchages pour la médaille de bronze, et c'est dommage parce que le combat suivant, c'était la médaille qui était en jeu. Une médaille de bronze par équipe, c'est déjà bien. Et Brianna Vidé qui a fait le buzz sur la salle d'escrime là-bas, et ça a été un petit peu la star. Malheureusement, ça se termine pas par une médaille, mais au-delà de la médaille, il y a le contenu et effectivement, elle a fait vibrer les Français, donc c'est plutôt pas mal, une 4e place, etc. Donc c'est quand même un bilan correct. Il faut noter qu'en paralympique, en escrime, ils peuvent disputer aussi bien en sabre qu'en fleuret ou qu'en épée. Ils peuvent participer, faire les 3 épreuves s'ils le souhaitent. C'est une des différences par rapport à l'escrime olympique. Para-athlétisme, il y avait bien sûr une grosse compétition, 16 titres décernés, avec un bilan français, 3 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Et nous, on avait comme athlète, j'allais dire jeune, mais oui, jeune dans la tête, on avait des athlètes qui étaient donc sélectionnés, entre autres Rosario Gangloff Murcia de Béziers en marathon, qui finit 4e.
3 heures 13 minutes et 50 secondes. Il faut savoir que cette jeune femme n'a que 59 ans. C'était quand même assez exceptionnel de la voir faire ce parcours-là, soutenu par sa famille, par ses filles. Et je crois que c'était un bel exemple aussi. Elle avait participé aux Jeux de Barcelone sur 10 000 mètres, déjà il y a 32 ans. Donc c'était important de la citer. On avait aussi chez les hommes Dimitri Pavadé en saut en longueur, qui lui termine 4e de saut en longueur, donc pas loin, cette fameuse, comme on dit, médaille en chocolat. Il était vice-champion paralympique à Tokyo. C'était un Réunionnais d'origine et qui a échoué encore au pied du podium avec un 7,43 m. Voilà, seulement 6 cm de la médaille, ce qui est peu en fait finalement, surtout que c'était revenu après une grave blessure qu'il a eu au genou droit. On avait aussi Renaud Clerc chez nous, d'Albi, 7e du 1500 mètres, 23 ans pour ses premiers Jeux paralympiques. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais dans un temps de 4 minutes 20 secondes et 4 centièmes, c'est déjà pas mal d'arriver dans c'est son premier, 23 ans, il a l'avenir devant lui par rapport à ça. Nous avions aussi Arnaud Assoumani de Montpellier, Athlétique Méditerranée Métropole, 5e à la longueur. Il n'a pas décroché sa 6e médaille paralympique. Ce Français termine 5e du concours de longueur qui a été remporté par un Cubain, Robiel Yankel Sol Cervantes, avec un saut 7,41 m. Voilà pour le para-athlétisme. Alors, moi, j'aurais juste, par rapport au para-athlétisme, revenir sur une épreuve extraordinaire. Il s'agit du relais universel. Alors, le relais universel, c'est quoi? C'est 4 fois 100 mètres mixte, c'est-à-dire 2 hommes, 2 femmes. Et surtout, avec, bien, dans un ordre très précis, le premier départ se fait avec une personne avec un handicap visuel. On passe ensuite à une personne amputée d'un membre. Enfin, le troisième, c'est, un athlète avec une déficience motrice et cérébrale. Et enfin, on finit avec le fauteuil. Et c'est le seul relais que l'on a en épreuve para. Et moi, je trouve que ça, c'est une épreuve extraordinaire qui montre toute également la beauté, on peut le dire, de ces épreuves para. Mais tout à fait, tu as raison. C'est impressionnant de voir ça tourner comme ça, de pouvoir mélanger les genres, c'est exceptionnel. On va désormais passer au para-aviron où il y avait 5 titres qui étaient décernés. En ce qui concerne le bilan français, 2 médailles de bronze. On n'avait pas d'Occitan sélectionné, mais Luc, je vais te donner la parole sur cette discipline. Oui, on n'avait pas d'Occitan représenté. Néanmoins, on avait un pensionnaire du pôle France Espoir de Toulouse qui était déjà venu. On peut le citer d'ailleurs. Oui, Grégoire Biraud, qui était venu déjà dans une émission précédente témoigner de son statut d'athlète de haut niveau, voilà, et qui était dans le 4 PR3, c'est-à-dire para-rowing 3, qui utilise les jambes, le corps et les bras pour cette épreuve, donc en 4 barrés mixtes, c'est-à-dire avec 2 garçons, 2 dames, un barreur avec un seul aviron. Alors, particularité aussi, la France avait dans chaque épreuve un équipage représenté. Heureusement ou malheureusement, voilà, on termine sur 3 médailles. Il y avait d'autres prétentions, mais bon, c'est un bilan mitigé. Néanmoins, il a le mérite d'être là. Merci à toi, Luc. Para-badminton, nombre de titres qui étaient décernés 16. Bilan français, 2 médailles d'or, 1 médaille de bronze, qui est quand même assez exceptionnel. Chez nous avions David Toupé de l'Athlétique Tarbais, qui a été, lui, éliminé de tour préliminaire en simple et en double homme. Il a fait ce qu'il a pu, il était présent, il s'était déjà qualifié, ce qui est bien, mais il n'a pas pu accéder au tour suivant. Voilà pour le para-badminton. Vous avez des commentaires là-dessus? Je peux vous dire que dans la région, il y a des entraîneurs passionnés en badminton et para-badminton qui œuvrent pour qu'on ait les futurs champions. Et il y a aussi le para-canoë, donc 10 titres décernés dans cette discipline. Bilan français, 2 médailles. Luc, un commentaire? Oui, alors de manière générale, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a quelques années, on était entre guillemets plus performant, mais en fait, ce dont on s'aperçoit surtout, c'est que le niveau monte et on a des athlètes. Voilà, on s'intéresse de plus en plus à ce sport para, et on l'a dit tout au long de cette émission, c'est que ce sont des vrais athlètes de haut niveau avec une vraie préparation. Tu l'as dit, Cindy, avec aussi une préparation mentale, et je dirais presque encore plus importante, parce que souvent ce sont des gens aussi qui ont une histoire et sur laquelle il faut arriver à passer au-delà pour pouvoir s'exprimer pleinement. Merci Luc, on va passer assez vite parce qu'on en a parlé assez longuement. Il y a le paracyclisme sur piste aussi qui avait lieu cette semaine avec 17 titres qui étaient décernés. Bilan français, 3 médailles d'or, 2 d'argent et 2 médailles de bronze. Cyclisme sur piste, ça a été exceptionnel. Il n'y a pas grand chose à rajouter de plus, je pense qu'on a vécu des bons moments. Et il y avait en même temps le cyclisme sur route, Pauline. Ouais, le cyclisme sur route, il existe 2 types de courses en paracyclisme sur route, la course en ligne et le contre-la-montre. Il y avait 34 titres décernés, et alors le bilan français, on a eu en tout 18 médailles
en ce qui concerne le cyclisme sur route. On avait des Occitans sélectionnés, un Occitan, Eddie de Carvalho et son guide Michael Guichard. Une première participation aux Jeux paralympiques et déjà une médaille d'argent pour Eddie de Carvalho sur le contre-la-montre. Le natif de Millau, 3e lors des mondiaux en 2023 et son guide Michael Guichard ont longtemps dominé les débats. Mercredi 4 septembre, je le rappelle, sur un tracé exigeant de 28,3 km avant d'être battu par un néerlandais. On a parlé beaucoup déjà du cyclisme, on va passer sur le para-équitation. Quelques mots sur le para-équitation. Je rappelle que dans cette discipline, il n'y a que du dressage. Donc c'est vraiment le rapport à l'animal avec son cavalier. Et c'est assez, pour avoir pris le temps de regarder, c'est pas facile. Et pourtant, ils arrivent à faire des choses extraordinaires avec ce cheval. Donc 6 titres décernés, aucune médaille. À chaque fois, il y a plusieurs éditions qui ont lieu. On n'a jamais réussi à percer dans cette discipline pour le moment. Il y avait aussi le para-haltérophilie où 10 titres étaient décernés. Malheureusement, pour la France, on n'a eu aucune médaille et on n'avait pas de sélectionnés chez les athlètes occitans. Moi, j'ai regardé un petit peu et j'avoue qu'il y a des techniquement j'ai du mal à comprendre en fait comment il détermine le règlement autour de l'haltérophilie parce que effectivement il y en a qui n'ont pas beaucoup de distance à faire pour réussir la barre et d'autres c'est beaucoup plus important. J'ai eu énormément de mal à comprendre le règlement de cette discipline. Alors il faut rappeler que c'est uniquement un geste en développé couché, donc tous les athlètes sont allongés et ils doivent soulever la barre donc ils se reposent après sur des taquets, ce qu'on appelle et donc en fait ils doivent tenir la barre à un certain moment, mais ils doivent pas être déséquilibrés. Donc il y a effectivement des choses assez c'est encore une fois c'est les juges et dès qu'on est dans un système de juges, on sait que c'est pas facile. J'ai regardé les épreuves justement avec mon mari qui a un œil averti sur l'haltérophilie et même tous les deux on s'est dit quoi, mais il a verrouillé les coudes en même temps. Enfin c'était discutable et on est quand même dans un pays où on est éclairé au rapport à la règle et on aime quand c'est droit, juste. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui tu te retrouves para-athlète, tu vas peut-être aller dans du tennis, tu vas peut-être aller dans de l'aviron, tu vas peut-être aller dans quelque chose où tu as moins ce rapport au juge où ça peut être discutable. Par contre j'ai trouvé ça beau parce que le rapport à la force, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient atrophiées du bas du corps et qui développaient 200 kilos, c'est-à-dire que oui tu peux avoir une partie de ton corps qui décide de plus répondre mais tu peux encore mobiliser le haut du corps. Donc c'est ça que j'ai préféré voir dans cette partie-là de l'haltérophilie. Jusqu'à 2 fois leur poids de corps des fois, c'est impressionnant, tout à fait. On passe de l'haltérophilie à la natation, une des disciplines très phares de ces Jeux paralympiques, 141 titres qui étaient décernés dans ces Jeux. Pour la France, 2 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 5 médailles de bronze, si je ne me trompe pas, Pauline. Et nous, on avait un athlète occitan sélectionné qui était Hugo Didier, qui est du jeunesse sportif de Cugnot, Omnisport, qui lui rapporte à lui tout seul une médaille d'or et 2 médailles d'argent. Il a décroché son premier titre de champion paralympique sur 400 mètres nage libre en S9, catégorie regroupant les nageurs avec une légère déficience de la coordination des bras et des jambes, une faiblesse prononcée d'une jambe ou l'absence de membres. Voilà dans cette catégorie. Et le jeudi 29 août dans le bassin à Paris, il a terminé en 4 minutes et 12 secondes et 55 centièmes devant l'Italien Simone Barlam de près de 2 secondes. 3 ans après avoir remporté l'argent sur cette même épreuve à Tokyo, le natif du Chesnay enrichit ainsi son palmarès avec une nouvelle médaille, la plus prestigieuse. Voilà pour Hugo Didier. Est-ce que vous le connaissez? Vous avez des choses à dire? Il a gagné plein d'autres médailles aussi avec le 200 mètres 4 nages. Un mot sur la fratrie. Ça arrive souvent, mais souvent dans le même sport. Là, c'est 2 sports différents. C'est ce qui est remarquable. Donc l'un qui brille en natation et l'autre en tennis de table. Oui, tout à fait. On va en parler dans la foulée. Mais effectivement, Hugo Didier a un frangin qui, lui, est dans le tennis de table. Avec le même handicap, en l'occurrence. Voilà, tous les deux, mais pas le même sport. Et d'après ce que j'ai écouté, c'est que les parents ne voulaient pas qu'ils fassent le même sport pour pas qu'ils se disputent. Voilà, c'est pour la petite anecdote, la petite histoire. La maman voulait éviter qu'entre eux, ils se bataillent. Mais elle disait même qu'ils continuent à se batailler quand même encore aujourd'hui. Voilà, pour la petite histoire. Pauline, taekwondo? Oui, il y avait aussi le para-taekwondo où 10 titres étaient décernés. En ce qui concerne l'équipe de France, nous avons eu une médaille d'argent. Et concernant les athlètes occitans, il y avait une femme qui était sélectionnée aux Jeux paralympiques de Paris. Il s'agit de Sophie Caverzan dans la catégorie des moins de 57 kilos qui s'entraîne à la Gardelle sur l'Aise. Elle a été éliminée en quart de finale par une chinoise. Comment elle s'appelle? Je l'ai pas dit exprès. Li Yuji. Voilà, je voulais t'entendre dire, Pauline.
Voilà, donc para taekwondo, on a une bonne, un bon suivi entre ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques et aux Paralympiques. Il y a du travail à faire, mais déjà l'équipe de France prouve qu'elle est aussi capable de faire de bons résultats. Et on espère que Sophie va pouvoir progresser dans les années à venir et pourquoi pas aller nous chercher quelque chose à Paris, pas à Paris, mais à Los Angeles 2028. On passe au tennis de table justement avec 31 titres qui étaient décernés. Pour les Français, le bilan c'est 6 médailles. Et donc chez les femmes, nous avions une Nîmoise, Flora Vautier, qui a été éliminée en quart de finale en double femme et 4e du double mix, éliminée en quart de finale individuelle. Pourtant, elle a illuminé aussi cette compétition avec sa jeunesse. Elle n'a que 19 ans. Elle en voulait. Elle a vraiment prouvé plein de choses. Avec Florian Meurien, ils sont inclinés face à une paire chinoise, et je ne dirai pas les noms parce que c'est compliqué, qui était pourtant tête de série numéro 1. Mais malgré cette défaite en demi-finale, les pongistes français, tous les deux en fauteuil roulant, repartent avec une médaille de bronze. C'est une belle performance pour cette jeune française occitane qui nous a prouvé qu'on pouvait, à 19 ans, faire de très belles choses avec le tennis de table. Et on arrive à Lucas Didier, dont on parlait tout à l'heure. Donc le frangin est dans l'eau. Lui, il est bien sur terre et il joue très bien de la raquette. Et il a fini médaille d'argent en individuel. Il s'est incliné face effectivement à un Belge, Laurent Devos, qui était largement au-dessus. Mais il a prouvé qu'il pouvait aller plus loin et peut-être sur la lignée de ce que l'on sait maintenant de nos jeunes frangins, les jeunes Félix et Alexis, voilà. Qui peut-être vont tirer Lucas dans leur filet pour l'emmener un peu plus loin. En tout cas, il nous a prouvé de belles choses. Il y avait aussi Julien Michaud, qui est du tennis club de Laurentin, classe 2, médaille de bronze en double homme, éliminé lui aussi en individuel en 8e de finale. Cette paire française, Fabien Lamiraud et Julien Michaud, donc ont gagné une médaille de bronze dans le tournoi masculin, en fauteuil roulant. Voilà pour ces deux athlètes occitans qui étaient sélectionnés en tennis de table. On va passer alors au tennis fauteuil où il y avait 6 titres décernés. Malheureusement, aucun titre pour l'équipe de France. On avait un athlète occitan sélectionné, Guillaume Lager, qui fait partie du tennis club Gros du Roi et qui a été battu au premier tour par le Britannique Ben Bartram en 2-7, 6-4, 6-4. Tennis fauteuil, on a bien sûr un Français qui était là depuis des années, qui a toujours gagné un titre depuis, je crois, 4 éditions. Et là, il s'est incliné contre plus fort que lui, il faut l'avouer, Stéphane Houdet. Mais le match était beau, mais on sentait franchement qu'il y avait une fraîcheur en face qu'il n'y avait plus chez nous dans notre équipe. Mais pourtant, ils se sont bien battus. Ça a été un beau match, et il faut le reconnaître. Et il a dit qu'il allait quand même essayer d'aller un peu plus loin et de continuer. Il est entouré de sa famille. Il a, je crois, si je ne me trompe, à peu près 6 ou 7 ans, 6 enfants, et qui étaient autour de lui. C'était très beau de voir qu'à la fin, sa petite fille était dans ses bras, dans ce fauteuil, devant ce stade de Roland-Garros. C'était plein d'émotions aussi. Il n'a pas gagné, mais c'était très beau. Et voilà, c'est un petit témoignage qu'on voulait faire parce que ça valait le coup d'œil. Et bravo quand même à tous ces sportifs. Quand on voit le nombre de Jeux paralympiques qu'il a fait, c'est exceptionnel. Bel exemple pour tous les autres. Donc jouez, ceux qui aiment le tennis et qui ont cette situation-là, n'hésitez pas, lancez-vous et voyez qu'il y a de quoi faire des carrières. Il y avait aussi, je crois, du tir à l'arc, Pauline, et avec un athlète occitane chez nous. Ouais, le para-tir à l'arc avec 9 titres qui étaient décernés. Concernant l'athlète occitane, il s'agit de Aziza Benami, qui fait partie de l'Open Arc classique à Balmain. Elle a été éliminée en 16e de finale en individuel lors de ses premiers Jeux paralympiques à domicile. Donc elle a disputé le 16e de finale et s'est inclinée contre une Iranienne qui s'est imposée 6-0, éliminant ainsi la Française. Vous aviez suivi le tir à l'arc un petit peu, non, les uns les autres? Oui, moi j'ai regardé quelques épreuves. J'ai été impressionné par certaines techniques. On les avait déjà vues à Tokyo ou avant, mais effectivement le tir à l'arc avec la flèche qui part de la bouche en fait. Moi je trouve ça exceptionnel. Je sais pas comment il le met dans la cible, quoi. Il expliquait qu'il fallait qu'il voie les dentistes quand même après ces épreuves parce que c'était quand même un effort particulier et que ça agissait sur sa mémoire. Mais oui, très spectaculaire et franchement des belles épreuves. Je pense que le site, on revient sur le site, on parlait tout à l'heure avec David, mais le site était superbe sur cette face aux invalides, c'est extraordinaire. Je pense que les archers se sont bien amusés. On va passer au paratriathlon avec là aussi 11 titres qui ont été décernés, 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 1 médaille de bronze. Ça c'était pour les athlètes français. Il n'y avait pas de participants occitans dans ces compétitions-là. Est-ce qu'il y a un petit mot sur le triathlon
quelque chose qui vous ont touché? Vous avez regardé un petit peu ces épreuves? La réussite de notre porte-drapeau d'abord, qui était au rendez-vous et qui a largement dominé l'épreuve dans laquelle il était engagé. On rappelle que le triathlon, pour les auditeurs, c'est 3 épreuves déjà. C'est très fort. Il y a donc de la natation, il y a de la course à pied et il y a du cyclisme, ce qui veut dire quand même que ça demande un travail, un effort particulier. C'est courageux et quel exemple, et j'ai envie de dire respect, parce que même un valide a du mal à faire ce genre de sport. Donc chapeau bas, messieurs, dames, parce qu'il y avait aussi des femmes dans cette compétition-là. Il y a aussi le basket fauteuil avec l'équipe de France qui a été éliminée en quart de finale. Un petit mot sur les basket fauteuil. Donc il n'y avait qu'une équipe masculine, je crois, sur le basket. Oui, ce qu'on peut voir, et on en reparlera avec le rugby, avec les spécialistes, mais en tout cas on voit l'engagement de ces compétiteurs, et vraiment qui ne sont pas de cadeaux sur le fauteuil, à vouloir aller attraper ce ballon et aller marquer vraiment sans retenue, je dirais. Ça, c'est assez exceptionnel à voir. Et juste une petite note quand même, il faut savoir que les paniers de basket sont à la même hauteur que les paniers de basket normal, olympique. Donc ça demande une adresse particulière, parce qu'il faut aller la mettre dans le panier quand même, c'est à noter. Oui, et d'ailleurs c'est toute la difficulté justement du handicap, de la tenue du corps, parce que pour pouvoir envoyer ce ballon, il faut pouvoir transmettre l'effort, et donc du coup il faut quand même avoir un certain gainage malgré le handicap, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas de poussée de jambes là. Automatiquement c'est plus compliqué. Du fauteuil on va passer au cécifoot, donc c'est le football adapté, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais juste revenir sur le principe, c'est que ce sont des gens qui sont donc un handicap visuel, et ils ont tous des masques pour éviter qu'il y ait des différences. Donc tout le monde a un masque vraiment pour respecter. On est dans ce respect des règles voulues. Cécifoot, on va faire cocorico puisqu'on est champion olympique, donc faut le dire. Ça nous a fait bien plaisir. Voilà pour le cécifoot. Goalball. Alors là, c'est encore un truc sur le sport, sur le ballon, mais c'est assez particulier. Est-ce que vous avez regardé un peu le goalball les uns les autres? Alors moi, je l'ai découvert complètement. Je connaissais pas ce sport, donc je l'ai découvert à l'occasion de ces jeux et j'ai trouvé ça assez spectaculaire. C'est à la fois du ballon prisonnier et du foot en même temps. J'ai trouvé ça vraiment très spectaculaire. Encore une fois, l'interrogation de savoir comment ils jugent de la trajectoire du ballon pour pouvoir l'arrêter et le lancer également dans l'autre sens. Alors, faut expliquer rapidement. C'est un terrain qui ressemble un peu à la taille je vais réduire un peu ça, mais un petit terrain de hand, avec de chaque côté, sur la largeur du terrain, il y a un grand but, et de l'autre côté pareil, ils sont, je crois, de mémoire 3 contre 3, et en fait c'est un ballon un peu plus lourd qui a à l'intérieur un bruit, qui a des grelots, et donc on lance ce ballon et ce ballon doit rentrer, et donc pour l'arrêter ils sont obligés de s'allonger comme un gardien de foot, ils sont obligés de se plonger pour l'arrêter, et tout ça à l'oreille. Donc c'est quand même intéressant de les voir évoluer, et dans cet exercice là ce sont généralement les Brésiliens qui sont les meilleurs dans cette compétition-là. Nous, on avait 2 athlètes, on va les citer. Il y avait Coralie Gonzalez chez les femmes et Ambroise Dodin, tous les deux sont du même club de Valentin-Haut à Toulouse, en fait. Et les hommes ont fini 7e, alors que les femmes ont été éliminées en phase de poule. Voilà pour cette compétition-là. C'était intéressant à voir. Curieusement, ça ressemble un petit peu à la balle, comme tu disais, la balle aux prisonniers. Sauf que là, on se touche pas, on doit rentrer un but. Mais bon, je vous encourage à regarder. C'est vrai que ce sont des nouvelles disciplines qui n'existent pas aux Jeux Olympiques normal. On va désormais passer au rugby fauteuil. Après une élimination en phase de poule, les Français étaient déterminés à se racheter. Ils ont terminé 5e, égalant ainsi leur meilleur résultat historique. Face au Canada, les Bleus ont saisi leur opportunité devant leur public et ont triomphé 53-50. Concernant les athlètes occitans, on en avait 5. Tristan Barfetti, Jonathan Hiverna, Rodolphe Jarlan, Mathieu Thirier, qui font tous les 4 partie du stade toulousain rugby handisport, ainsi que Brice Morel de Montpellier Handi Rugby. On a 2 professionnels de rugby, je vous laisse la parole. David, pourquoi on n'a pas gagné? Parce qu'on est tombé sur meilleur que nous. Mais après, c'est vrai que le rugby fauteuil, ça tient un peu de choses. Il suffit qu'un ballon tape sur le fauteuil, on n'arrive pas à le maîtriser. Et ça va très vite. Donc ça s'est vu, les matchs de l'équipe de France, chaque fois, ça s'est joué à 1 ou 2 essais d'écart. Donc ça va vite. Après les turnovers, ça va très vite aussi. Et
voilà, c'est la rapidité. C'est dommage pour les joueurs parce que moi j'ai la chance de jouer au Stade Toulousain Handy, donc je côtoie souvent les joueurs qui y étaient. J'ai vu les efforts qu'ils ont fait toute l'année pour se préparer pour ces jeux-là. Vraiment, ils ont mis tous les moyens pour y arriver. Mais bon, et en face, il y a des équipes aussi qui avaient envie de ce titre. Mais bon, ils ont quand même fait mieux. La marche de progression de l'équipe, à chaque fois, ils sont sur la pente ascendante. Donc je crois qu'à Los Angeles, ils feront beaucoup mieux. Petite question technique. On parle de rugby et pourquoi le ballon il est rond? Voilà. Alors, rugby fauteuil, il faut savoir qu'il y a 2 disciplines. Il existe le rugby fauteuil qu'on a vu aux Jeux paralympiques qui se joue avec un ballon rond, qui est réservé, c'est une discipline qui est réservée aux personnes qui sont atteintes au niveau des 4 membres. Donc, comme ils sont atteints au niveau des membres supérieurs, ils ont plus de difficultés à attraper un ballon de rugby. Et puis de faire uniquement des passes en arrière, ce serait plus difficile. Donc ils jouent avec un ballon rond qui est beaucoup plus facile à attraper pour eux. D'accord. Mais je crois qu'on doit faire rebondir. Je l'ai vu partir. Il y a une règle du jeu où je crois il y a deux fois, on peut rouler 2 fois et faire rebondir. En fait, c'est un mélange de basket, de volley, de football américain. Moi, quand on m'explique, on me demande quelle est la différence entre mon sport et celui-là. Moi, je dis là, c'est les règles un peu de football américain. On voit qu'il y a 2 fauteuils défenseurs et 2 fauteuils attaquants. Donc il y a des joueurs qui touchent le ballon et d'autres qui le touchent rarement. Ils touchent que les fauteuils adverses. Ouais, par contre, ils se rentrent dedans. Ils se rentrent dedans. C'est du rugby. C'est pour ça qu'on a beau dire ils sont en fauteuil, mais ça tamponne quand même. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que ce sport, quand il a été créé, on l'appelait le murder ball. Et quand il est rentré aux Jeux paralympiques, murder ball, c'était pas trop. Si je fais une mauvaise traduction, c'est jeu de la mort, quoi. C'était pas trop, voilà. Donc ils ont préféré appeler ça le rugby fauteuil. Merci. Un petit commentaire, maître rugby. Oui, donc le spécialiste est de haut niveau qui dans les 2 rugby, caisse et fauteuil. Il faut aller plus loin pour nous, les rugbymen. Maintenant, c'est rentré plus dans les mœurs et les Jeux Olympiques nous ont encore éclairé. C'est vraiment un sport de contact, quoi. On avait du mal à s'imaginer. Moi, le premier, il y a des vingtaines d'années, je voyais mal, comme le Sissi d'ailleurs, comment ça pouvait se traduire. En fait, ce sont des rugbymen, ils se rentrent à la meule, quoi. Voilà, c'est du rugby. Et il faut aller le voir parce que c'est très spectaculaire, c'est très amusant. Il faut le voir parce que moi, la première fois qu'on m'a parlé de rugby fauteuil, on m'a montré les premières images qu'on m'a montré donc un match de rugby fauteuil, une finale de Jeux paralympiques. Au début, quand je vois les joueurs arriver, je me dis mais comment ces joueurs-là peuvent jouer au rugby? Je dis c'est pas possible. Et puis je vois la vidéo avec une musique derrière, un peu de hard rock, et quand je vois les chocs qui se mettent, moi ce jour-là je me suis dit mais eux ils arrivent à jouer, moi je vais y arriver aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers le rugby à 13 fauteuils. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'après quand on regarde ce sport, l'handicap on l'oublie. On n'y pense même pas. On voit des sportifs qui se rentrent dedans et c'est après qu'on y pense. C'est une petite parenthèse que je veux faire par rapport au rugby à 13 fauteuils. C'est que le rugby à 13 fauteuils, c'est un mélange de pathologies, de maladies. Et la particularité, c'est qu'il y a des valides qui peuvent jouer. Et à la sortie du match, on ne sait pas qui, tout le monde est en fauteuil, on ne sait pas qui est en situation de handicap, qui est valide. Et c'est à la fin du match qu'on a la surprise de voir que des fois, on voit un joueur qui s'est battu comme un dératé, qui est tombé, qui s'est relevé, tout ça. On croit qu'il est valide, mais non, cette personne reste en fauteuil. Et c'est là où on gomme l'image de la personne en situation de handicap qu'on avait. La personne fragile qui ne fait rien, qui peut pas bouger, on l'efface.
on voit que ces personnes-là peuvent faire exactement les mêmes choses que tout le monde. Merci David. Alors on va terminer avec un dernier sport parce que justement ça rejoint ce que tu dis. Il y avait aussi du volley assis et là j'étais impressionné. Nous avions un athlète sélectionné chez les femmes, Linda Medjaheri à Castres, qui est de Castres-Mazaguel en volleyball. L'équipe de France a fini 8e et en fait c'est un sport assez impressionnant parce qu'ils sont assis, ils n'ont pas le droit de lever les fesses pour passer le ballon et ils doivent, alors le filet est bien sûr descendu et ils doivent donc faire un match de volley, mais imaginez-vous être assis. Alors il peut y avoir des gens valides qui peuvent jouer aussi dans ces compétitions-là, mais interdiction de se lever. Donc il y a des arbitres qui vérifient si on lève un petit coin de la fesse, et ça fait faute. Donc c'est tout en glissade, tout en rotation, c'est très très impressionnant. Et donc nous on avait une athlète là-bas, on a fini 8e chez les hommes et chez les femmes. Mais c'était impressionnant à voir. Ça demande, imaginez de rester assis sur, c'est les mêmes points qu'au volley traditionnel, hein, et le filet est un peu plus bas. Alors ce qui était impressionnant, je crois que c'était un Iranien qui était là, qui faisait 2 mètres 40 et quelques. Oui, voilà, il avait un buste très très grand et ça lui donnait un avantage. Alors, certain. il lève la main, il a frappé au-dessus de tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est eux qui ont gagné la compétition. Voilà. Bon, mais c'est pour vous dire que tout est imaginé, donc on peut avoir un maximum de sport et ces Jeux paralympiques nous ont permis de découvrir tous ces sports, Pauline. Et après avoir exploré le parcours et les médailles des athlètes paralympiques occitans, nous tournons désormais vers la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, un moment de célébration et de reconnaissance des exploits réalisés. Cette cérémonie clôture ces années de préparation ainsi que ces semaines de Jeux à Paris et de fêtes sportives dans la capitale. Nous allons désormais vous faire une petite présentation de la cérémonie de clôture. Et oui, vous le savez, les Jeux de Paris 2024 ont officiellement pris fin dimanche dernier avec une cérémonie de clôture mémorable des Jeux paralympiques devant 60 000 spectateurs au Stade de France. Ce spectacle de 2h30, conçu par le directeur artistique Thomas Joly, a marqué la fin d'un été historique, comme l'a souligné Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024, promettant que ces moments resteront gravés en nous. Sous une pluie battante, l'artiste Santa a interprété le célèbre morceau Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday pour inaugurer la cérémonie. Et à cause du mauvais temps, la vasque de la flamme olympique n'a pas pu s'envoler depuis le jardin des Tuileries comme c'était prévu, mais le drapeau, lui, français, a été hissé par les officiers de l'armée au son de la Marseillaise jouée par le trompettiste André Fédy, qui est né avec une malformation du bras droit, et cet hymne a résonné dans tout le Stade de France. La délégation française menée par Tanguy Delaforêt, champion olympique de paratir sportif, et Aurélie Aubert, première championne paralympique française de boccia, a célébré une dernière fois l'ambiance des Jeux pour accueillir les nations. Une soixantaine de musiciens de la garde républicaine ont formé une haie d'honneur. Tony Estanguet a déclaré dans son discours de clôture de ces Jeux paralympiques de Paris 2024 que cet été, la France avait rendez-vous avec l'histoire et elle a répondu présent. Il a été ovationné par le public qui a scandé son prénom pendant de nombreuses minutes. Et à 21h40 précisément, l'attention s'est tournée vers Los Angeles. Comme pour les Jeux olympiques, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a remis le drapeau paralympique à Andrew Persson, président du comité international paralympique sportif, qui l'a ensuite transmis à Karen Bass, qui est la maire de Los Angeles, hôte des Jeux de 2028. Une vidéo mettant en scène les parasportifs américains a été diffusée, suivie d'une performance de l'artiste Anderson Paak, pianiste non-voyant Matthews Whitaker et de la violoniste Gayline Léa, retransmise depuis Venice Beach. Et enfin à 22h, 6 athlètes français ont pris part à l'extinction de la flamme, dont Frédéric Villeroux du cécifoot, Hugo Didier, le nageur, Charles Knox du para-badminton, Gloria Agblé-Magnon du lancer de poids, Mathieu Bossredon du cyclisme et Aurélie Aubert de la boccia qui a soufflé la flamme finale. La soirée s'est conclue par une transformation lumineuse du Stade de France qui est devenue une véritable discothèque. Nous arrivons à la fin de cette émission spéciale Nouvel An, mais ne partez pas trop loin car nous avons une belle prolongation qui vous attend. Avant de nous quitter, voici la saga des chiffres des Jeux Olympiques. Et si on parlait de sport, la prolongation. Voilà, de retour dans l'émission Et si on parlait de sport, place à la prolongation avec la saga des chiffres des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Paris 2024, c'est un rêve devenu réalité. Il était une fois un pari fou, celui de Paris. En ce 23 juin 2015, l'annonce officielle de la candidature de la capitale française pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sonnait comme un défi. Mais qui aurait pu imaginer que cette aventure titanesque, débutée presque 10 ans plus tôt, entrerait dans l'histoire comme un véritable conte moderne. Tony Estanguet a déclaré lors de son discours de clôture des Jeux « On s'était préparé à tout, mais nous ne pouvions nous préparer à ce qui allait se passer.
Et il avait raison. Paris 2024 n'a pas seulement été un succès, mais un véritable tour de force. Des records en pagaille, une ferveur populaire sans précédent et des chiffres à couper le souffle. Laissez-moi vous embarquer dans cette épopée. Paris 2024, c'est aussi des chiffres de l'exception. Tout d'abord, 45 000 volontaires mobilisés pour l'ensemble de la manifestation et qui ont permis la réalisation de ce pari fou. Paris 2024, c'est le feu. Tout a commencé par un voyage à Olympie, berceau des Jeux antiques, où la flamme olympique a été allumée dans le respect de la tradition, avant d'entamer un périple incroyable. 9 relais sur l'ensemble de la Grèce, de 11 jours à travers le pays, jusqu'à la passation au comité d'organisation de Paris, au stade panathénaïque d'Athènes. Et que dire de son arrivée à Marseille, en France, le 8 mai 2024. 150 000 personnes pour accueillir le Belém, majestueux 3-mâts chargé d'apporter le feu sacré pour nous tous. Là débute un parcours de 17 000 km pour 68 jours de relais. Portée par 10 000 relayeurs, plus 3 000 lors de relais collectifs, elle a traversé 65 territoires, dont 5 ultramarins, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Polynésie française et la Réunion, touchant plus de 400 villes et attirant des millions de spectateurs et téléspectateurs. Paris 2024, c'était un lancement grandiose. Le 26 juillet 2024, Paris s'est transformé en un théâtre à ciel ouvert pour une cérémonie d'ouverture époustouflante sur la Seine. 2000 artistes, 1800 costumes, 85 bateaux, 205 délégations et pas moins de 6800 athlètes ont illuminé cette soirée. Plus de 326 000 spectateurs étaient présents, tandis que 24 millions de téléspectateurs vibraient sur leurs écrans. Une entrée en scène magistrale qui donnait le ton pour la suite. Paris 2024, ce sont aussi des performances sportives à couper le souffle. Paris 2024 a réuni 10 500 athlètes olympiques, autant de femmes que d'hommes, et 4 400 athlètes paralympiques dans un élan sans précédent. Les Français ont brillé. 64 médailles olympiques, dont 16 en or, plaçant la France à la 5e place mondiale, et 75 médailles paralympiques, dont 19 en or, permettant de terminer 3e. Le tout accompagné de 42 records battus, dont 32 olympiques. Des chiffres qui parlent de sueur, de dépassement de soi et de rêves devenus réalité. Paris 2024, c'est un engouement populaire hors norme. Paris 2024, c'est une fête pour tous. 95% des stades pleins, 9,5 millions de billets vendus pour les Jeux olympiques, 2,6 millions pour les Jeux paralympiques, soit un record absolu. Les Français ont répondu présent. 62% des billets achetés l'ont été par des spectateurs locaux. Et l'accessibilité était reine. 100% des sites desservis par des transports en commun. Des chiffres qui révèlent une mobilisation incroyable. 750 000 spectateurs ont applaudi le passage de la flamme à Paris. 26 sites de festivités ont accueilli 2,5 millions de visiteurs, tandis que 40 048 coureurs participaient gratuitement au marathon pour tous. Un été inoubliable. Paris 2024, c'est aussi un impact culturel et touristique majeur. Paris ne s'est pas seulement surpassé dans l'organisation sportive, elle a aussi fait vibrer l'art et la culture. Plus de 1000 représentations artistiques gratuites ont marqué cette Olympiade culturelle, attirant des millions de curieux. Côté tourisme, 11 millions de visiteurs pendant les Jeux Olympiques et 2 millions pendant les Jeux Paralympiques ont dynamisé la capitale avec un taux d'occupation des hôtels 84% en hausse, soit 10% de plus par rapport à l'année précédente. Paris 2024, c'est aussi un héritage inoubliable. Au-delà des chiffres, Paris 2024 laissera un souvenir impérissable. Des histoires d'amour, 7 demandes en mariage d'athlètes durant les Jeux, au moment de grâce sportive. Mais plus encore, c'est l'unité et l'émotion partagée qui resteront gravées dans les mémoires. Paris avait promis des Jeux pour tous, Paris a tenu parole, Paris réussit. Et maintenant, la saga continue vers Los Angeles 2028. Que la flamme ne s'éteigne jamais. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. On a le plaisir d'avoir avec nous Brigitte Linder. Brigitte, c'est la personne qui a permis à cette émission d'exister. On est ici au comité départemental olympique de Haute-Garonne. Brigitte, on est content de te recevoir. Merci encore pour ton engagement et d'avoir permis à cette émission de vivre des aventures, puisque 80 émissions, ça représente 160 comités ou événements sportifs. Ça représente plus de 450 personnes. C'est le décompte qu'on a fait. Et des heures d'émission, des heures de travail et surtout
des messages qu'on a pu faire passer grâce à ce partenariat enrichissant. Alors, nous, on a envie de te poser la question avec Pauline qui est à mes côtés. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette aventure? Parce qu'on est partis finalement d'une feuille blanche tous les deux, tous les trois. Absolument. Un petit mot par rapport à cette aventure un peu extraordinaire, juste avant les Jeux Olympiques. C'est une belle aventure, mais pour moi, c'est pas la fin. Et je trouve que cette émission qui a été mise en place, d'ailleurs je vous remercie, je te remercie toi, je remercie Pauline et puis tous ceux qui ont pu participer auparavant donc dans la préparation de l'émission. Et j'avoue que c'est quelque chose qui était utile pour le mouvement sportif parce que ça a permis, et c'était un peu le but au départ de notre discussion, c'est d'avoir un outil qui puisse permettre aux comités départementaux, aux clubs, aux athlètes, tous ensemble de pouvoir, et aux bénévoles, de pouvoir s'exprimer alors que pour eux, les grands médias sont souvent difficilement accessibles. Voilà. Donc c'est une très très belle aventure qu'il va falloir continuer dans d'autres lieux puisque voilà, nous déménageons, donc vous saurez ça à la rentrée, je pense. Voilà, donner la parole à ceux qui font le sport, c'est un peu le slogan de l'émission, hein, Pauline? Oui. Et Brigitte, cette période de fin d'année est l'occasion de transmettre des vœux chaleureux. Est-ce que tu as un mot à partager avec nos auditeurs pour leur souhaiter de joyeuses fêtes? Oui, alors d'abord, je voudrais les remercier l'ensemble des auditeurs pour avoir écouté l'émission et puis nous avoir encouragés. Mais je pense aussi, je souhaiterais remercier l'ensemble du mouvement sportif qui a vécu quand même des années un petit peu compliquées et qui ont quand même tous œuvré pour qu'on réussisse les Jeux de Paris 2024, les Jeux 2024. C'est un bel exemple pour le monde. Maintenant, mes vœux pour 2025. Je souhaite que la paix existe dans le monde, mais qu'elle existe aussi au sein de notre mouvement sportif et que l'avenir ne soit pas aussi morose que l'on l'annonce, en voulant prendre des grands mots. On trébuche, voilà. C'est-à-dire que le mouvement sportif va être en grande difficulté. Les clubs vont avoir, avec toutes les restrictions budgétaires et les problèmes politico-économiques actuels, l'avenir est incertain. Et on nous a parlé beaucoup d'héritage. Et j'espère que cet héritage, finalement, il existera. Pour le moment, je n'en vois pas la couleur. Et justement, en parlant de la nouvelle année qui arrive à grands pas, à travers le partenariat, tu soutiens les valeurs du sport et de l'engagement. Que souhaites-tu pour la Haute-Garonne et ses sportifs en 2025? Alors en 2025, je souhaite toujours pareil, un lien très fort entre le mouvement sportif, les athlètes, parce qu'il ne faut pas les oublier, les collectivités, que tout le monde travaille en faveur du développement du sport. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'il y aura beaucoup de quiétude, beaucoup de nouveaux projets. Alors j'ai appris hier, vous allez me dire que ça n'a peut-être rien à voir, mais que le Tour de France va passer pas très loin, il va même passer dans mon village à Rebig. Ah oui, mais c'est officiel depuis le mois d'octobre déjà, on a le parcours du Tour de France. Alors oui. Voilà, ça va être encore... On l'a annoncé dans l'émission. Oui, mais moi tu sais, voilà. Et moi je l'ai appris encore ce week-end, j'ai eu confirmation comme quoi ça passait dans mon petit village des Coteaux Rebig. Et je pense que des grands événements comme ça, ça va encore mobiliser la population autour du sport. Et puis, je souhaite à ce que tout un chacun puisse pratiquer une activité sportive et l'activité sportive dont il rêve. Merci beaucoup Brigitte pour ces mots inspirants et pour ton soutien indéfectible. Nous te souhaitons également d'excellentes fêtes de fin d'année et une belle année 2025, riche en projets et en réussite pour le sport en Haute-Garonne. Voilà, et moi je vous en souhaite de beaux. Et puis merci encore, je veux dire à vous deux, plus toutes les personnes que l'on ne voit pas, pour avoir monté cette émission qui est pour moi un grand succès. Merci à vous. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette émission Didier Don, coach et formateur chez Engage et Talent, Christelle Rafasso-Jarry, qui est conseillère technique fédérale au comité départemental de handball de Haute-Garonne, Serge Robert, vice-président du comité régional handisport d'Occitanie, qui est ancien athlète et entraîneur de l'équipe de France et qui était en charge des fauteuils. Bonjour à tous. Cet été, vous avez vibré avec nous lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et aussi pris part comme chroniqueur aux émissions spéciales de « Et si on parlait de sport ?» Quel moment marquant aimeriez-vous partager de cette aventure exceptionnelle à notre micro? Didier?
Alors pour moi, bonjour à tous. D'abord, ravi d'être parmi vous cette énième fois. Juste pour moi, les Jeux, ça a été une révélation. D'abord, par la première médaille, c'est Antoine Dupont qui a lancé vraiment le 7 dans notre pays. Ça, c'est une belle chose. Et surtout, le fait que derrière les langues se sont déliées, notamment au niveau de Léon Marchand, au niveau de la préparation mentale, puisque il a été révélé, Teddy Riner en a parlé, ils en ont parlé énormément sur plein de plateaux télé, sur lesquels la préparation mentale était venue, je dirais, propulser l'histoire et les médailles. Et pour moi, dans mon métier, dans mon accompagnement des athlètes de haut niveau, j'en suis convaincu, mais quand on voit les résultats de Léon Marchand ou de Teddy Riner qui ont vraiment véhiculé ça, pour moi, c'était extraordinaire d'avoir enfin des athlètes qui osent parler de se faire aider dans cette partie qui est la psychologie du sport et la psychologie de la performance. Ça, merci à eux surtout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai été émerveillé, c'est l'énergie que le sport peut porter, que les gens de différentes religions, de différentes couleurs, sont capables de se fédérer autour d'un projet commun qui est celui de l'appartenance à un pays et de représenter. Ça veut dire qu'en fait, il y a une force que nos politiques nous démontrent aujourd'hui par leur médiocrité, mais le sportif, il est capable de fédérer autour de ce projet-là. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a nourri, et je pense qu'on l'a vu au niveau des Parisiens. Même les Parisiens dans le métro, ils avaient le sourire, ils parlaient entre eux. Ouais, il y a quand même quelque chose de puissant là, je trouve. Et c'est vrai que ce sport-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais porter au quotidien, dans l'accompagnement de mes sportifs et l'accompagnement des gens qui ont envie de performer, mais au moins d'être heureux, quoi. Christelle? Donc bonjour. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est tous les événements qui se sont faits près de la Tour Eiffel, là, sur les Trocadéro, où j'ai trouvé ça vraiment le basket, le 3-3. On a eu le break dance aussi, et j'ai trouvé ça joli et puis bien vu au vu des résultats en plus de nos équipes de France. Deuxième moment important pour nous, les handballeurs, c'est cette finale de handball féminin, où nous terminons de seconde, mais nous avons eu un beau match, et donc ça aussi c'était quand même une belle aventure. Serge? Oui, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, un bilan extraordinaire, donc on était très réjouis de voir un petit peu la fête qu'a été Handisport, et la fête et les résultats sportifs, bien sûr, parce qu'au niveau national, évidemment, une belle réussite de médailles. On n'avait pas fait mieux depuis les Jeux de Sydney en 2000, donc une belle récolte. Donc ça, avant tout, sur le plan sportif, on est relativement satisfait. Et bien sûr, donc une belle fête qui a permis aussi d'avoir, je l'espère, du moins un regard peut-être différent pour certains, en tout cas, et enthousiaste et prometteur pour l'avenir sur le public et les sportifs en e-sport. Nous entrons dans une nouvelle année, 2025. Qu'aimeriez-vous faire passer comme message à tous ceux qui font vivre le sport, les sportifs, entraîneurs, dirigeants, et à nos fidèles auditeurs? Le sport, c'est aujourd'hui, le seul secteur qui porte les vraies valeurs humaines. C'est-à-dire que le travail, le partage, la passion, la motivation, enfin tout ce que on demande à un enfant, à un ado, à un adulte de porter dans son travail, dans son quotidien, avec sa mission de père, de manager, de patron d'entreprise ou d'employé. Mais c'est ça que j'aimerais porter, et je suis sûr que le sport étant le vecteur essentiel dans cette société anxiogène, derrière les gens ont peur, ils ne s'engagent pas, ils sont pas courageux. Et par contre, on trouve quelques exceptions, et chaque fois que je suis allé chercher cette exception, je trouve que le mec, il est formidable. Le mec, il est formidable parce qu'il s'engage, il fait des choses, et derrière, au dépit de cette société qui est, à mon avis, malade aujourd'hui, non pas malade économiquement malade, mais malade humainement. Voilà. Et je pense que chaque fois qu'on a relevé les défis, c'est qu'on s'est soudé, qu'on est allé chercher la force au niveau du groupe et du partage. Et on voit l'exemple, on est à Toulouse avec un Stade Toulousain où on voit un club qui est au-dessus, qui en fait trouve cette énergie au service d'un projet commun avec des mecs exceptionnels, qui vont chercher le Graal à chaque fois. Et ça, c'est magique. Merci beaucoup Didier. À très vite à vous deux, et à très vite au public de parler de sport et cette passion qui m'anime depuis des années, et passez tous de bonnes fêtes. Waouh, beaucoup de choses. Mais en fait, le sport, c'est la santé avant tout, qu'il continue à prendre énormément de plaisir, et avant tout, c'est la chose la plus importante. Faites du sport pour prendre énormément de plaisir. À très bientôt, passez de bonnes fêtes. Oui, au-delà du regard objectif, bien sûr, et positif de ces Jeux qu'on peut avoir, ce qu'a été les Jeux paralympiques. Et on espère un petit peu, alors surtout au niveau local, bien sûr, sur lequel je m'implique également beaucoup, d'avoir un petit peu des retombées et un autre regard, bien sûr, de nos fédérations homologues
certaine réticence que pour avoir encore certains sur le public qui en fait en termes d'inclusion, qui est vraiment la volonté de demain en termes de pratique de nos sportifs, hormis les structures spécifiques, mais qui puissent intégrer au maximum les clubs ou les sports qu'ils ont choisis, sans être obligés bien sûr de faire des choix des fois parce qu'il y a soit l'accueil, soit les personnes formés pour les accueillir. Donc des fois, ils prennent par défaut certaines activités ou certains clubs qui sont pour des raisons géographiques de proximité. Mais en tout cas, bien sûr, c'est que demain, on puisse choisir le sport comme quel que soit le type d'handicap et que l'ensemble des encadrants et éventuels prochains entraîneurs ou éducateurs et ce regard un petit peu qui est brisé la glace, dédramatisé un petit peu sur le public, qui au-delà de la fragilité qu'on peut avoir sur le regard, on voit vraiment qu'on peut arriver à des niveaux de performance relativement à la fois spectaculaires, parce que faire du média, du handisport, c'est pas toujours évident, ou ce que ça peut paraître, mais on a vu qu'effectivement ça peut être l'inverse, et qu'en fait ça peut être un plaisir et une force d'avoir des publics différents au sein de son club ou de son groupe d'entraînement, quoi. Donc bien sûr, et on peut voir aussi que quel que soit le niveau d'handicap, demain on peut faire un sport et avoir un vrai projet sportif quand on voit qu'on peut être au jeu malgré des handicaps souvent pouvant être très sévères, quoi. Merci à tous pour vos témoignages dans cette émission Et si on parlait de sport. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous pour nos auditeurs. Nous vous souhaitons nous aussi une très très belle année et à bientôt sur nos antennes Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match de cette émission numéro 81. Et si on parlait de sport, merci à Brigitte Linder, Bernard Pujol, Raphaël Hollard, Cindy Laplace, André Lafenêtre, Bruno Hamé, Sabine Salmon, David Berti et Luc Poncelet. Merci à vous, tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Et bien sûr, bonne année à tous. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Semper Connect et LG Consultant pour votre contribution précieuse à la réalisation de ces émissions. Merci à Sébastien Couraten, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Bonne année à toi, Pauline. Merci, co-animatrice et journaliste de l'émission, pour ton aide précieuse avec tout ce qu'on a fait cette année. Je te souhaite plein de belles choses pour 2025 et qu'on puisse continuer ce beau duo ensemble. Merci beaucoup, bonne année à toi Laurent et bonne année à vous tous qui nous écoutez et rendez-vous pour cette nouvelle année 2025. Merci à nouveau pour votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.